Merci à tous, merci aux organisateurs du congrès de m'avoir invité. Moi je suis anesthésiste réanimateur et je travaille dans le service de médecine intensive réanimation du professeur Queneau. Je vais essayer, dans le temps qui m'est alloué, de faire un rapide tour d'horizon de la pupillométrie automatisée en réanimation, de ses intérêts, de ses limites, et puis des perspectives éventuelles dans ce qu'on retrouve de la littérature. Je ne déclare aucun conflit d'intérêt, que ce soit en rapport avec cette présentation ou autre. Au sein de nos unités, que ce soit en ce qui concerne les patients qui sont cérébrolésés ou les patients tout venant, le monitorage neurologique, ça fait clairement partie de notre quotidien, tant parce que les lésions initiales qui sont présentes chez la plupart des cérébrolésés sont à haut risque de dégradation secondaire avec apparition d'hypertension, d'œdème lésionnel, et ces modifications, elles sont parfois très compliquées à diagnostiquer, très très lourdes de conséquences en termes de morbimortalité. Et on se doit d'être vigilant sur la surveillance de ces patients-là. Force est de constater aussi que chez les patients de réanimation plutôt tout venant, le neuromonitoring, il a bien évidemment une part qui est très importante en ce qui concerne le monitorage et l'adaptation des sédations, de l'analgésie, mais aussi, on y reviendra, et je pense que c'est probablement le point le plus important, en tout cas l'apport le plus important de la pupillométrie sur la neuropronostication, et notamment des patients chez qui on fait de la réanimation après les arrêts cardiaques. Alors la question du comment se pose. Les recommandations de 2014 de l'ERC et de l'ESIM ont accordé une place extrêmement importante au monitorage invasif. Mais ce monitorage invasif, il a des limites. Il a des limites en termes de coût, il a des limites en termes de technicité, d'accessibilité, de iatrogénie aussi, puisque c'est parfois associé à des saignements, des risques d'infection. Et actuellement, en tout cas, ils ouvrent en tout cas la porte et commencent à en discuter. Alors ça date de 2014, commencent à parler de monitorage non invasif, au sein desquels la pupillométrie automatisée trouve sa place et occupe une place grandissante, en tout cas dans nos attirails diagnostiques et pronostiques. Alors un bref rappel physiologique, puisque c'est ce dont on va traiter un petit peu. La pupillométrie automatisée, on verra, il y a deux grands appareils. Elle axe son étude sur deux grands réflexes. Le réflexe photomoteur, qui suite à un stimulus lumineux et par des boucles sympathiques qui naviguent notamment et qui s'intègrent dans le tronc cérébral, vont venir répondre par un myosis. C'est ce qu'on voit le plus souvent et c'est ce qu'on teste le plus souvent dans nos réanimations, la réactivité pupillaire, la taille et puis la réponse à la lumière. Mais il existe aussi un réflexe qui est un petit peu moins étudié, mais qui a aussi son intérêt, qui est le réflexe de dilatation de la pupille, qui se fait la plupart du temps en réponse à un stimulus douloureux, alors soit calibré, on le verra avec un stimulus tétanique notamment, ou parfois, malheureusement, dans le cadre d'instants en réanimation qui peuvent être associés à des périodes un petit peu plus hyperagiques et qui vont trouver toute sa place dans le monitorage de l'analgésie. Alors, l'examen pupillaire au sein de l'examen neurologique, c'est bien évidemment une part majeure. C'est pour la plupart des patients qui sont cérébrolésés un des premiers temps diagnostiques qu'on fait des patients qui arrivent chez nous, que ce soit en préhospitalier ou même en réanimation dès leur admission. On est tous familiers avec la gravité et le sérieux qu'on doit avoir vis-à-vis d'une mydriase, qu'elle soit bilatérale ou unilatérale, pourvu qu'elle soit réactive, que ce soit pour le dépistage, le diagnostic et les thérapeutiques qui en suivent, le risque d'hypertension intracrânienne, d'évolution extrêmement défavorable, et sa disparition, en tout cas son altération dans des phases un petit peu plus chroniques, qui est malheureusement aussi associée à des lésions du tronc cérébral et souvent à des stades d'éveil qui sont très défavorables et qui viennent gréver gravement le pronostic des cérébrolésés. Alors les limites malheureusement de cet examen pupillaire qui est d'importance majeure, c'est que les mesures, elles ont une très très grande variabilité, on reviendra dessus, avec une reproductibilité qui est assez critiquable. Ça tient essentiellement au fait que la qualité de mesure, elle diffère énormément, parce que tout le monde n'a pas la même source lumineuse, tout le monde ne la place pas au même endroit, la luminosité ambiante n'est pas la même. Et tout ça, ça vient changer et impacter grandement les choses avec des risques de faux positifs et de faux négatifs. À ce titre-là, il y avait une première étude qui avait été faite par une équipe marseillaise qui retrouvait une discordance qui était quand même assez conséquente en termes de réactivité et de taille de pupille. Cette
différence, elle était notamment retrouvée pour des patients qui étaient en myosis, définis ici comme étant en ayant une pupille inférieure à 2 mm. Alors on peut toujours se dire que ce n'est pas si important que ça, mais un petit peu plus inquiétant, il y avait des taux d'échec qui étaient assez importants en termes de diagnostic d'anisocorie. Et on sait que l'anisocorie, avec les mydriases unilatérales réactives, ça doit nous faire réagir assez rapidement, puisque un taux d'erreur à 50%, ça paraît quand même relativement significatif, et c'était dans ces études faites par des infirmières et des personnels paramédicaux qui étaient formés à ce genre de situation. Alors l'étude là ne précise pas exactement si ces anisocories elles étaient associées ou pas à des lésions intracérébrales et s'il y a eu des conséquences ou non. C'est pas précisé au sein de l'étude, mais ça peut poser question, en tout cas dans nos pratiques quotidiennes. Actuellement, il y a différents appareils qui existent de pupillométrie automatisée, en majeure partie deux, qui sont retrouvés notamment dans les études. Un premier qui est le NPI, qui est développé par Neuroptic et une filiale américaine, et un autre qui s'appelle l'Algiscan, qui est développé par IDEMED, qui sont présents sur ce congrès, et développé à Marseille. Chaque machine a ses spécificités, que ce soit en termes de mesure, et peu de comparaisons pour le moment, d'études qui viendraient à comparer les deux machines. Il y a des paramètres surveillés qui sont un petit peu les mêmes pour tous. La taille de la pupille, la variation de réponse qui est définie dans les études, qu'on désigne dans les études comme le réflexe photomoteur. Vous le voyez ici, la latence qui est représentée en 1, qui correspond au temps entre le moment de la stimulation lumineuse et le moment où la pupille se met à évoluer vers le myosis. Et puis en 2, ici, la vitesse de contraction. Ça, c'est des paramètres relativement basiques. Après, il y a 2 index qui ont été développés. Le premier qui a été développé par NPI, c'est le Neurological Pupillary Index, qui est un index qui a été développé au moyen d'un algorithme qui inclut notamment toutes les valeurs qui sont situées au-dessus, le réflexe photomoteur, la latence, la vitesse de contraction, et qui exprime une valeur qui va de 0 à 5. Donc c'est un peu ce qui avait été abordé ce matin sur les algorithmes et l'intelligence artificielle. C'est une boîte noire, on ne sait pas fatalement ce qui s'y passe et comment est-ce que ce procédé est calculé, mais pour autant, et on reviendra dans les différentes études, pour peu qu'on a un NPI supérieur à 3, la majeure partie des études s'attardent à dire que c'est plutôt de bons pronostics ou que la situation est plutôt bien contrôlée sur le plan neurologique. En ce qui concerne l'évaluation du réflexe photodilatateur, et donc en cas de stimulation douloureuse, cette partie-là, elle est plutôt évaluée par l'Algiscan. Et de la même manière, ils ont développé un algorithme avec un index qui s'appelle cette fois-ci le PPI, le Pupillary Pain Index, et qui, en fonction de la valeur qui est donnée de 1 à 9, s'interprète plus ou moins comme une EVA en pratique, avec, dans le cadre des évaluations des gestes douloureux, notamment en réanimation. Ça a été aussi pas mal développé en anesthésie. On est relativement satisfait quand les patients, en tout cas, ont un PPI qui est inférieur à 4. Le premier champ d'application, donc il y en a 3 principaux qu'on va détailler un petit peu ici. Le premier champ d'application de la pupillométrie automatisée dans la littérature actuellement, c'est l'évaluation de l'hypertension intracrânienne et des phénomènes expansifs, des engagements, des hernies éventuelles. On le sait, ces anomalies pupillaires, elles sont associées à la survenue d'épisodes d'hypertension intracrânienne, de lésions, d'engagements, et puis à moyen terme de mauvais pronostics, y compris chez les cérébrolésés. En traumatologie, et puis d'évolution relativement défavorable. Alors ça, c'est un premier travail qui date de 2003, donc il y a quand même maintenant pas mal d'ancienneté, qui était de faible puissance, c'était un tout petit échantillon, et qui retrouvait déjà à ce moment-là une association entre des vitesses de contraction inférieures à 0,6 et une pique supérieure à 20 mm de mercure. Ici, on a des travaux un petit peu plus récents, notamment un travail de l'équipe de Moreau-Odo du CHU de Lausanne qui travaille énormément sur la pupillométrie uniquement avec le NPI, ce qui peut être éventuellement questionné, et qui retrouvait une association entre un NPI qui est inférieur à 3 cette fois-ci et aussi des pics supérieurs à 20 avec des valeurs en dessous de ce seuil qui étaient la plupart du temps associées à une évolution de mauvais pronostics. Et ils étudiaient aussi, alors c'était des critères de jugement secondaire, mais l'évolution et la réponse à l'osmothérapie comme le NPI comme étant un marqueur qui permettrait éventuellement de suivre l'efficacité au traitement.
Alors cette efficacité au traitement, elle a fait l'objet d'une étude en particulier qui a été publiée dans Neurocritical Care sous l'égide de la Neurocritical Care Society, qui portait sur 72 patients et qui s'intéressait au monitorage de l'hypertension intracrânienne et à la réponse, et qui montrait qu'il y avait bien une réduction du NPI une fois l'osmothérapie démarrée, et que cette réponse, elle était d'autant plus importante que le NPI préalable était anormal. Donc en pratique, il y a pas mal de choses dans la littérature. Pour le moment, des études qui sont de petite ampleur. Moi, je ne pense pas qu'on puisse facilement dire que la pupillométrie remplacerait un capteur de pic ou éventuellement le Doppler transcrânien, qui reste, à mon sens en tout cas, en termes d'évaluation non invasive, un des paramètres qui est à notre disposition, qui est le plus pratique. Mais il y a quand même des pistes qui se développent, et notamment en termes de précocité des signes, puisque les anomalies du NPI et des anomalies pupillaires visualisées en pupillométrie automatisée sont beaucoup plus précoces parfois que les modifications de pression intracrânienne, avec parfois des modifications qui viennent à survenir jusqu'à 7 heures avant les premiers signes, ce qui, en termes de sanctions thérapeutiques, et notamment de reprise chirurgicale ou de retour au scanner, peuvent grandement faciliter les choses. Le deuxième champ d'application de la pupillométrie, c'est le monitorage de l'analgésie et de la sédation. Là, il y a un petit peu moins de données. On sait en revanche que les sédations inadaptées en réanimation, c'est associé quand même à énormément de surmorbimortalité, des retards de réveil, des patients qui peuvent s'auto-extuber, de l'agitation, et parfois même dans certaines séries de la surmortalité. L'analgésie, qui, elle, doit faire aussi partie de notre quotidien, est probablement très sous-estimée en réanimation, puisqu'on a des patients qui dorment, et qu'on estime souvent que les patients qui dorment sont des patients qui n'ont pas mal, ce qui n'est pas nécessairement le cas non plus. Il y a énormément de gestes douloureux, des gestes douloureux qui sont occasionnels dans le quotidien du patient. Ils n'ont pas mal en permanence, sauf certaines situations particulières. Ils ont mal dans certains temps, parfois certains temps de soins, de pansements, d'aspiration endotrachéale. Et cette évaluation, ça a déjà été publié dans plusieurs séries, elle est probablement insuffisante, alors que le bénéfice à identifier des types de situations qui sont à risque pour les patients, il est évident tant sur le plan somatique que sur le plan bien évidemment psychologique et éthique. À ce titre-là, il y avait une première étude qui était publiée dans Critical Care, qui partait sur des patients de réanimation chirurgicale, qui évaluait le réflexe photodilatateur, cette fois-ci, à la stimulation tétanique. Donc c'est des patients qui étaient endormis, et chez qui le stimulateur tétanique, qui est donc une forme de curamètre, lançait une stimulation de 20 mA, et on adaptait, on regardait le réflexe photomoteur, et il était prouvé qu'il y avait une analogie évidente entre un réflexe photomoteur supérieur à 5 après cette stimulation tétanique et une insuffisance d'analgésie qui nous permettrait d'adapter un petit peu nos traitements. Il y a une autre étude qui avait été faite sur une cohorte de 40 patients et qui retrouvait cette fois-ci le fait qu'un pupillary pain index inférieur ou égal à 4 était associé à une analgésie suffisante chez les patients qui bénéficiaient aussi d'une aspiration endotrachéale. Alors là, c'est à discuter un petit peu plus, notamment sur les critères qui sont évalués. Là, c'était l'évaluation de la profondeur de la sédation. Donc on peut avoir énormément de mal à réaliser en réanimation. Là, ici, le gold standard, en tout cas ce à quoi c'était comparé, c'était le BIS, l'index bispectal, qui est là aussi un algorithme qui passe par une boîte noire et qui analyse différents paramètres de l'électroencéphalogramme un peu simplifié, de l'électromyogramme, et qui est surtout et essentiellement montré en anesthésie, avec habituellement, on a tendance à retenir des seuils entre 40 et 60 pour une sédation relativement adaptée, et un seuil inférieur à 40 pour des sédations profondes, et les paramètres là de la pupillométrie, et notamment le réflexe photodilatateur, le réflexe photomoteur, et les vélocités maximales qui étaient sensiblement comparable au BIS en réanimation, mais on peut toujours se poser la question de la pertinence du BIS pour l'évaluation de la sédation, puisque c'est quand même extrêmement parasité par beaucoup d'autres choses, et force est de constater que ce n'est pas forcément le meilleur marqueur qui est à notre disposition, s'il y en a d'autres éventuellement qui sont meilleurs, mais c'est une question qui est assez compliquée. Donc là, j'ai remis un petit peu les différents marqueurs. Il y a différents seuils en fonction de ce qu'on trouve dans la littérature. Il y a aussi des gens qui sont attardés à regarder juste le réflexe photomoteur, et qui regardaient qu'un réflexe photomoteur supérieur à 19, alors c'est une étude que je n'ai pas décrite,
était évocatrice, elle aussi, d'une analgésie insuffisante et pourrait facilement, au lit du malade éventuellement, prédire une situation à risque d'une analgésie insuffisante en cas de geste douloureux. Le dernier champ d'application de la pupillométrie est, à mon sens, en tout cas le plus important, et vous le verrez, celle en tout cas dans les choses pour lesquelles on a le plus de données de la littérature, c'est la neuropronostication post-arrêt cardiaque, ou l'altération du réflexe photomoteur, voire sa disparition, qui peut aller bien évidemment jusqu'à la mydriase bilatérale, mais bon, après une mydriase bilatérale à réactive, et pas nécessairement besoin d'un pupillomètre automatisé pour la mettre en évidence, mais quand on a des signes qui sont un petit peu frustes, ça indique une souffrance mésencéphalique qui peut, elle aussi, être le témoin d'une souffrance cérébrale qui est clé, en tout cas, qui est un élément clé pour la prédiction du neuropronostic de ces patients. Là encore, un travail mené par l'équipe de Lausanne avec une série de 456 patients qui étaient pris en charge dans les 3 premiers jours dans les suites d'un arrêt cardiaque et qui bénéficiaient de mesures de pupillométrie avec cette fois-ci aussi une étude qui s'intéressait au NPI et qui montrait que le NPI à J3 permettait de prédire l'évolution défavorable. Alors l'évolution défavorable, c'est un petit peu comme dans toutes les études qui portent sur l'arrêt cardiaque, hein, c'est les mêmes scores. Ici, c'était un Cerebral Performance catégorie inférieure ou égale à 2, avec quand même une VPP qui était à 100% et une R sur la courbe qui la rendait relativement comparable à la plupart des examens qui sont à notre disposition, notamment le EEG, et notamment les potentiels évoqués. Alors, il y a bien évidemment des limites à cette étude. Il n'y avait pas d'aveugle pour l'évaluation du réflexe photomoteur, et puis les évaluations à J1 et J2 se faisaient sous sédation, mais comme ça arrive malgré tout, et comme c'est souvent le cas aussi en pratique quotidienne chez nos patients. Un autre travail qui a été publié dans Resuscitation en 2014 et qui parlait d'une série de 82 patients qui étaient traités par contrôle ciblé de la température et sédatés pendant 24 heures et qui montait en évidence l'intérêt de la pupillométrie, y compris chez les patients sédatés, y compris chez les patients qui étaient un peu en hypothermie ou en tout cas en hypothermie modérée, avec des cutoffs cette fois-ci de réflexe photomoteur. On s'intéressait plus au NPI et avec des cutoffs à 9 et 11% à l'admission et à H24 qui permettaient de prédire l'évolution défavorable comme définie préalablement. Alors encore une fois, c'était une étude monocentrique, sans aveugle, mais des études comme ça, il y en a quand même beaucoup dans la littérature, à tel point que les recommandations de l'ERC de 2021, en tout cas, suggèrent l'utilisation du pupillomètre automatisé au sein de nos services de réanimation pour prédire potentiellement l'outcome et le devenir neurologique de nos patients. Alors, je pense qu'il faut bien évidemment nuancer énormément ces propos. La neuropronostication, c'est quelque chose de très difficile qui impose une discussion collégiale, de se donner un petit peu de temps, alors pas trop non plus parce que c'est bien évidemment un surcoût en termes de soins et puis en termes de charge mentale pour les soignants et pour les familles, mais voilà, c'est un argument parmi un faisceau d'arguments, mais qu'il faut savoir prendre en compte puisqu'il permet quand même de s'affranchir d'un certain nombre de biais liés à l'examen clinique qui lui parfois peut être pris en défaut. D'autres limites liées à ces études, qui sont bien évidemment liées à l'existence de facteurs confondants, des facteurs confondants qui sont liés la plupart du temps à des traitements, les traitements à visée neurotrope, que ce soit les sédations, parfois les opioïdes, et parfois des médicaments qu'on ne soupçonnerait pas forcément, comme le dropéridol par exemple, qui peuvent altérer à la fois le réflexe photomoteur, les vitesses de contraction, et qui doivent être pris en question, être questionnés quand on vient faire des analyses de pupilles. Je pense qu'un des éléments aussi de ce tableau qui est assez surprenant, en tout cas qui peut surprendre au prime abord, c'est le faible impact que peut avoir en revanche les amines et l'atropine sur l'évaluation pupillaire, avec des diamètres pupillaires qui bien évidemment vont varier, mais une réactivité qui, elle, normalement chez les patients indemnes de lésions cérébrales, ne doit pas varier. Et c'est anormal d'avoir une mydriase aréactive, y compris à la phase initiale d'un arrêt cardiaque, et ce, même si les patients ont reçu de l'adrénaline. Le deuxième grand impact qu'il peut y avoir, c'est les impacts liés à la mesure. Vous le verrez pour ceux qui ont déjà vu la machine, mais le NPI a un cache-œil qui est translucide et qui du coup reste relativement sensible à la lumière ambiante, ce qui est moins vrai pour l'Algiscan.
et des limites qui sont liées bien évidemment aux patients, puisque c'est des mesures qui explorent bien évidemment tout un axe qui peut être altéré à différents niveaux, pas nécessairement au niveau central, parfois sur des problèmes orbitaires, supratentoriaux, et parfois sur des maladies bien évidemment mésencéphaliques ou dégénératives. Voilà un petit peu un résumé des différents points qui peuvent être explorés par la pupillométrie automatisée. Énormément de pistes, énormément d'études qui doivent être encore multipliées pour alourdir un petit peu le poids de cette pupillométrie, mais quand même des données qui sont relativement intéressantes, et notamment dans le cadre de la neuropronostication. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Avant de passer la parole, j'aurais une question à vous poser. C'est vrai que votre présentation démontre qu'il y a beaucoup d'indications, assez larges. Moi, je prends l'exemple de mon service. Je suis soignante sur la chaîne FC et nous avons un pupillomètre pour les 20 lits de réanimation. Donc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pourriez recommander pour que les soignants l'utilisent plus régulièrement et peut-être de façon plus spécifique pour certaines prises en charge. Alors c'est sûr qu'il y a des limites liées au coût de la machine. Il y a la machine en elle-même est bien évidemment coûteuse. Il y a des consommables qui existent qui ont un coût. Donc ça peut, de un, limiter un petit peu les pratiques. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut savoir identifier les patients qui sont à risque. Les patients qui sont... voilà, un patient qui serait vigile sous Optiflow pour une infection virale ou sous VNI, ce n'est pas des patients qui doivent bénéficier, à mon sens, d'une évaluation par un pupillomètre. Des patients jeunes qui seraient là pour des problématiques autres, avec peu de gestes douloureux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais peut-être que ce sont des cibles de population un peu moins utiles. Après, les patients cérébrolésés, je pense que quelle que soit l'atteinte, qu'elle soit primaire ou secondaire, mais des patients qui sont à risque d'évoluer avec survenue d'œdème, je pense que c'est des gens chez qui ça peut avoir un intérêt d'utiliser le pupillomètre. Et puis après, mettre en place des protocoles de service. Alors ça impose de travailler sur des protocoles d'analgésie-sédation, mais je pense que quand on identifie des situations qui sont à risque, et notamment des situations à risque de douleur ou des patients qui sont à risque d'évoluer de manière défavorable sur le plan neurologique, ça peut avoir un intérêt, mais il faut le cibler, il faut que ce soit fait en amont, discuter entre l'équipe médicale et paramédicale, voire dans le cadre de protocoles. Merci.